Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler de la géométrie du faisceau d'ultrasons. Quand on parle de géométrie, on parle de sa forme dans l'espace, comment son énergie va se répartir. Je rappelle, une onde, c'est pas comme une particule. L'onde, elle va occuper un certain volume. L'onde, c'est de l'énergie, en fait. Donc, cette énergie-là va occuper un certain volume. Et donc, on va essayer de représenter ça, comment ça se répartit, cette énergie-là, dans l'espace. Pour être plus précis, donc on va commencer avec un cas particulier. On va supposer qu'on a une source d'ultrasons ou de son, peu importe. Donc, je vais la noter S. On va considérer le cas en premier d'une source qu'on dit ponctuelle. Qu'est-ce qu'on entend par ponctuel? On entend évidemment petite dimension. Plus précisément, la dimension D de ma source, donc son diamètre si on veut. Dans ce cas-ci, on va considérer que c'est plus petit ou à peu près égal à la longueur d'onde de l'onde. Bon, si on se rappelle pour les ultrasons qu'on utilise en échographie médicale, les longueurs d'onde sont de l'ordre des fractions de millimètres. Donc, ça voudrait dire que dans ce cas-ci, on considère que la source, dans le fond, le transducteur, aurait une dimension qui serait une fraction de millimètre. À ce moment-là, si on veut représenter comment l'énergie va se répartir, pensez à l'équivalent, quelque chose qu'on connaît un peu mieux, un haut-parleur. Un haut-parleur, quand ça émet un son, ça part donc de la membrane du haut-parleur, le son, et il va s'étaler dans l'espace. C'est un peu aussi comme si on lance un caillou dans l'eau, puis on voit les petites vagues qui se forment. Donc les vagues, ils ne s'en vont pas juste dans une seule direction, mais ils vont s'étaler dans toutes les directions à partir de la source. C'est la même chose aussi, comme je disais, pour un haut-parleur. À ce moment-là, ce qu'on pourrait dire, c'est que la forme, en fait, c'est une forme un peu comme un cône. Notre énergie se répartit dans toute cette région-là. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça s'arrête exactement vis-à-vis mes lignes bleues. Là. Il y aurait même de l'énergie en dehors, mais majoritairement, si on a par exemple un haut-parleur, ça va émettre majoritairement vers l'avant, mais en s'étalant. Ça, c'est un premier cas. Donc, si on avait un transducteur tout petit qui émettait les ultrasons en échographie, à ce moment-là, on aurait une onde qui s'étale comme ça dans l'espace. Et si on se rappelle ce qu'on a vu au niveau de la résolution, ça serait très peu intéressant parce que quand on a un faisceau qui s'élargit comme ça, on va avoir une résolution latérale ou transversale qui va être très mauvaise plus on s'éloigne de la source. On va maintenant considérer un deuxième cas. Imaginons qu'au lieu d'une seule source, donc je vais quand même rester avec des petites sources, mais imaginons qu'on en a plusieurs. Je vais en dessiner, disons, 6. À partir du moment où on fait fonctionner ces sources-là, on va supposer pour l'instant que les 6 sources émettent en même temps. Donc, ils vont émettre leur maximum et leur minimum en même temps. Si je regarde juste pour la première source, ces ondelettes, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça, comme tout à l'heure. Mais la deuxième source émet aussi ces ondes qui vont aussi s'étaler comme ça autour, dans toutes les directions. Et c'est vrai pour chacune des autres sources également. Donc, je vais juste le faire pour ces ondes-là, ces sources-là. Je vais terminer avec la dernière. Donc, si on regarde ici à l'avant, là, mettons à l'avant de ma source, on voit ici qu'on a des crêtes. C'est les crêtes qui ont été émises en même temps, donc ils se superposent ici. Et en derrière ça, on aurait des creux, disons, et à nouveau des crêtes et des creux, et ainsi de suite. Donc, toutes nos ondes se chevauchent ou se superposent. C'est le phénomène qu'on a vu dans le chapitre 2, c'est l'interférence des ondes. Quand des ondes se croisent dans l'espace, elles vont se superposer. Donc, si on a plusieurs crêtes qui se superposent, ça donne une crête plus forte. Et on va avoir vraiment une concentration d'énergie dans cette direction-là. Autrement dit, si on représentait la forme de notre faisceau, là où l'énergie va se
concentré, ça va être majoritairement vers l'avant comme ça. C'est là ici où on va avoir de l'interférence constructive où les crêtes se renforcent. Donc on aurait dans cette zone-là l'interférence constructive, ce qui veut dire qu'on va avoir une amplification, si on veut, de l'onde. Autrement dit, l'onde va être de grande amplitude. Ce qui ne veut pas dire que l'énergie va être uniquement à l'intérieur de la zone délimitée par mes deux lignes bleues. Il y a une partie de l'énergie, comme on peut le voir ici, qui va quand même s'étendre vers les côtés, mais cette énergie-là va être beaucoup plus faible et il va avoir tendance à avoir des annulations parce que dans la région sur les côtés, les crêtes et les creux ne se croiseront pas parfaitement. Autrement dit, il y a des crêtes qui vont rencontrer les creux et à ce moment-là, on va avoir de l'interférence qui va être plutôt destructive. Donc ici, en haut, on aurait de l'interférence destructive parce que les différentes zones qui partent des différentes sources ne parcourent pas exactement la même distance pour se rendre à ces endroits-là. Et c'est la même chose ici en bas. Oups, destructive. Autrement dit, ici, on va avoir une atténuation à cause de ça des ondes. En conséquence de ça, la majorité de l'énergie de l'onde va être émise vers l'avant, c'est-à-dire dans toute la région ici qui est délimitée par les deux lignes bleues. Donc la région ici que je vais, mettons, représenter comme ça, là. C'est là où la majorité de l'énergie va se répartir. Donc, cette situation-là, comme on va le voir ensuite, ça ressemble au cas du transducteur de la sonde en échographie. On va maintenant considérer le cas d'un transducteur réel, dans le sens d'un transducteur qui a une dimension de largeur comme ça et qui n'est pas ponctuelle. On va, disons, noter sa largeur ou son diamètre D. Et comme vous avez sûrement peut-être des souvenirs de vos cours de mathématiques au secondaire, ça forme comme une genre de ligne, là, si on veut. Une ligne, c'est l'équivalent de plusieurs petits points placés successivement et très très proches l'un de l'autre. Autrement dit, un transducteur qui a une dimension D comme ça, c'est l'équivalent de plusieurs petits transducteurs qui seraient placés côte à côte sur toute cette largeur-là. Autrement dit, la forme du faisceau que le transducteur va émettre va être identique à ce qu'on a vu auparavant. Autrement dit, si on représente les ondes, là, cette fois-là, je vais les représenter comme des crêtes et des creux comme on le fait habituellement, là. Ben, toutes ces petites ondes-là vont se superposer de façon constructive, les crêtes vis-à-vis des crêtes, les creux vis-à-vis des creux. Et donc, dans la région centrale, la région juste à l'avant du transducteur, on va avoir de l'interférence constructive. Donc, ça va délimiter notre zone ici, comme tout à l'heure. Autrement dit, la largeur L du faisceau va être dans cette région-là égale ou à peu près égale au diamètre du transducteur. La situation qu'on regarde là, en fait, ce serait le cas où on aurait un diamètre pour notre transducteur qui est beaucoup plus grand, ou du moins plus grand que la longueur d'onde. La longueur d'onde, on se rappelle, pour les ultrasons, c'est généralement des fractions de millimètres. Donc le transducteur peut avoir par exemple 1 cm de large, c'est déjà beaucoup plus grand que la longueur d'onde. Donc on a cette interférence-là. Cette zone-là, qu'on voit ici juste à l'avant du transducteur, là, qui est dessinée là, on lui donne un nom. On l'appelle la zone de Fresnel. En français, c'est la zone de Fresnel. On l'appelle des fois aussi le champ proche. Ça se peut que vous entendiez ça aussi. Et en anglais, on va justement pas parler de Fresnel, on va appeler ça le Near Field. Donc, c'est la région qui est relativement rapprochée de notre transducteur. Maintenant, après avoir parcouru une certaine distance, donc rendu vis-à-vis de cette position-là, par exemple, le faisceau va avoir tendance quand même à s'élargir, autrement dit à diverger.
Et là, ça va donner, autrement dit, à partir de là, un peu la forme, imaginez comme une trompette, là. Donc, ça s'élargit comme ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est que les effets de l'interférence constructive vont durer un certain temps, mais ça finit toujours par diverger après une certaine distance. Imaginez comme un faisceau laser. Le faisceau laser, il est assez étroit sur une bonne distance, mais il finit quand même par s'élargir. C'est le cas pour toutes les ondes en général. C'est le phénomène qu'on appelle la diffraction. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà parlé de diffraction. On donne un nom aussi à cette zone-là. On l'appelle la zone de Fraunhofer. Donc ça vient le nom de quelqu'un d'autre. Zone de Fraunhofer, H-O-F-E-R, qu'on appelle parfois le champ lointain, parce que c'est plus loin de la sonde. Et en anglais, on l'appelle le far field. Donc, dans cette région-là, les ondes vont se disperser dans toutes les directions, comme ça. Bon, la zone de transition n'est pas parfaitement bien délimitée, mais on est quand même capable de déterminer ce qu'on appelle une longueur pour la zone de Fresnel. Et tout ce qui vient ensuite, on l'appelle la zone de Fraunhofer. Donc là, ici, ce qu'on comprend, c'est que c'est la géométrie de notre faisceau. Une première zone dans laquelle on dit le faisceau est rectiligne, il garde sa largeur, c'est la largeur du transducteur, et ensuite une transition vers une zone où le faisceau s'étend, on va dire diverge, qui s'appelle la zone de Fraunhofer.